hali mwami mugumu aligwere bakazi bage babiri abakazi bage babiri hagenda mugumu eri alinizinyi emunda ajaga ajiburayo omwana wage wa omulume yena mwezi. Beaucoup ont essayé de documenter les Bashi, mais tous les récits se sont révélés insatisfaisants. L'histoire commence dans la nuit des légendes. Pendant des siècles, l'Est du Congo a connu de royaumes bien organisés et gouvernés. L'un de ces formidables royaumes était le royaume Bushi, établi au centre du Sud Kivu, dans son paysage montagneux, délimité par les rivières, les forêts et les Rwanda. Oyeke bukapu bukakwara bukawe oyeke walungwara bukawe oyeke kabare arabu kawe abijalwa zilewe oyeke bideka arabu kawe oyeke karana arabu kawe oyeke jisasa arabu kawe. Mon voyage a commencé sur mon territoire natal, Walungu. Ici, je suis parvenu à comprendre ce qui a causé la scission de la dynastie de Nabushi, qui a créé le royaume d'Ngweshe à partir de celui de Kabare. Le Bugweshe s'est formé un peu en faisant une rébellion. C'est comme ça, tous les pays se forment comme ça. Un jour ou l'autre, on s'est dit, tiens, nous maintenant, nous débrouillons tout seuls. Et c'est ce qui nous était arrivé. Un prince du Mwami Nabushi était parti vers le sud pour chasser. Il s'est réfugié à un endroit qu'on appelle Mumbiri, entre le groupement de l'Ural et le groupement d'Endouba. Il fait très très froid à Mumbiri. Comme il ne pouvait plus rentrer, il a demandé à un pygmée qui l'accompagnait. Ngweshe a dit, donne-moi une plume de cet animal. C'est un grand animal avec des ailes, vraiment, il se promène majestueusement. Et ils ont attendu que cet animal qu'on appelle la Mashimwangali, qu'il se pose quelque part. L'animal s'est posé. Lui, il a bandé son arc et il a tué. Le pygmée en question a produit du feu pour lui. Ils se sont chauffés, mais dans la coutume de Bashi, quand un pygmée produit du feu pour vous, vous devenez d'office Mwami. Et le pygmée a pris une plume qu'il a arrachée sur l'animal qu'on venait d'abattre. Il l'a mis sur la tête de Weza. Et la population a applaudi. Oh, il vient de sacrer un autre man. Vous comprenez? Sans le savoir, il a consacré Mwami déjà. La population considérait qu'on venait de le consacrer Mwami. Il dit, voilà, j'ai déjà la terre ici et que j'ai conquise. Et voilà, on vient de me donner le pouvoir. Hein? C'est dans ces conditions que celui qu'on appelle Kagweshe Bagweshe, le premier Mwami du Bugweshe, est devenu Mwami. Le Mwami Nabushi a appris que Kabamba a mis cette plume sur la tête de Weza. Dit comment? Moi, je l'ai envoyé pour aller les dissuader, les ramener. Maintenant, il va les sacrer comme ça. Il dit, Kabamba, alors je te chasse. Il a chassé. Kabamba est venu maintenant habiter dans l'Engwesh. Il a constaté que, comme il était devenu Mwami, ça ne servait plus à rien de rentrer vers le nord à la cour de son père. Quand il s'est révolté contre son père et qu'il a voulu fonder son propre royaume dans le sud, dans la partie méridionale du royaume de son père,
On a essayé de les convaincre, il n'est plus rentré. Finalement, on a essayé même de l'attaquer pour le subjuguer. Le Mwami Nabushi a voulu le dissuader. Il lui a envoyé des émissaires pour dire rentrez, cessez avec cette rébellion, hein? Revenez dans les girons familiales, etc. Bon, comme il avait des partisans, ces partisans l'ont aidé à obtenir son autonomie. Actuellement, chaque fois qu'il y a investiture du Mwami, il y a le successeur de Kabamba qui est là, qui est devenu un Mujinji Angweshi. L'histoire du Bashi est entachée de guerres et de famines. Leur terre était trop précieuse pour attirer une attention indésirable. Bien avant la colonisation, nos voisins du Rwanda et du Burundi, ils ont toujours lorgné d'occuper notre chefferie. Mais là, nous étions vraiment à armes égales, des lances, des flèches et tout. Et ils n'ont pas pu le faire. Le royaume rwandais, alors dirigé par le roi Rwabugiri, est entré en guerre contre les Bashi. Nous savons que le Rwanda a attaqué les Bushi 18 fois. Et que 18 fois, le Rwanda a été battu. Il n'y a qu'un seul Mwami du Rwanda qui a failli devenir maître du Bushi, c'est Rwabugiri. Plus tard, les Arabes sont venus chercher des esclaves, mais eux aussi ont été vaincus. Il y a les Arabes à la recherche des esclaves en Afrique qui ont tenté de venir chez nous, prendre des gens, et on les a combattus. C'était à armes inégales, disons, parce qu'ils avaient des fusils, mais nous, on n'en avait pas, et malgré tout. On est quand même parvenu à les chasser parce qu'il y avait cette volonté de la population de ne pas accepter la domination arabe. Cependant, les Bashi tombèrent aux mains des envahisseurs belges. Cela n'a pas été facile, car les Bashi se sont battus pendant 20 ans et plus, fusil contre lance, dans le sang des deux camps, avant de finalement se soumettre à la défaite. Quel a été le premier contact entre les Bashi et les Blancs? Les premiers contacts entre les Bashi et les Blancs datent de 1900, juin 1900. Le roi belge Léopold II met en marche la conquête du Congo, qui deviendra son terrain de jeu personnel. Le peuple congolais a affronté des épreuves et des atrocités extraordinaires au nom de la mission civilisatrice de Léopold, consistant à mettre fin à l'esclavage et à apporter la religion et les bienfaits de la vie moderne aux Congolais. Les autochtones ont perdu leurs terres au profit des colons. Cette perte a été définitive. Vers 1925, le royaume principal de Kabare fut encore divisé et converti en concession des colons, créant ainsi Walungu, Luinja et les restes. Nous avons été quelque peu diminués. Aujourd'hui, on ne vous parle pas de royaume, que ce soit du Bushi ou du royaume de Kabare, on vous parle de la chefferie de Kabare. La mission civilisatrice de Léopold fut utilisée pour s'octroyer la plénitude de la souveraineté sur les Bashi. Mais cela ne fut pas facile. Les Blancs, en arrivant, les Européens, ont fait face à une résistance farouche de l'autorité traditionnelle, c'est-à-dire de la population représentée par son Mwami. Et l'histoire a retenu le cas de Mwami Kabare Rutaganda, qui ne s'est pas laissé faire. De 1921 à 1931, l'administration coloniale fait la paix avec les Bashi en reconnaissant les pouvoirs de leur Mwami, Alexandre Kabare. Cependant, l'influence d'Alexandre Kabare sur ces sujets était trop forte. L'administration coloniale décida-t-elle de s'en débarrasser en 1931. Il a commencé
à se révolter contre les Blancs. Il allait lui-même dans les plantations pour en découdre avec les colons qui faisaient travailler les gens au-delà des heures permises. Mais quand le Mwami, le fils de Rutaganda et de Kajuru Mwamaya, avait constaté que le Blanc avait anéanti son père et sa mère, lui-même est passé dans l'insoumission jusqu'au moment où il sera relégué à Léopoldville en 1936. Il ne reviendra qu'en 1959, 23 ans d'exil. L'autorité coloniale rapporta la démission volontaire de Kabare, sous prétexte qu'il s'attribue les détester, qu'il craignait pour sa vie, que l'œuvre d'un roi était au-dessus de ses forces et lui répugnait. C'est alors que le Mwami Alexandre s'exila à Kinshasa, où il vécut des années comme chauffeur. C'est comme ça qu'il est venu à Kinshasa en relégation. Il a même été taximan pour être plus indépendant des petits moyens que lui donnait le pouvoir colonial pour survivre. Et c'est à la veille de l'indépendance, en 1959, qu'il est rentré au pays. Après une longue résistance à la colonisation d'environ 30 ans, le royaume s'est soumis après avoir fait exiler son roi. Les colons étaient venus en grand nombre, prenant la terre pour enrichir leur peuple. Les colons modifièrent l'organisation administrative des structures existantes. Leur idéologie considérait les Bashi et le reste du Congo comme des enfants qui avaient besoin d'un contrôle doux mais ferme, les vidant lentement de leur idéologie authentique. Le nouvel État assurerait leur bien-être et exigerait en retour leur loyauté, leur obéissance et leur travail acharné. Alors que les pratiques brutales, telles que les massacres et les mains coupées des paysans qui ne respectaient pas leurs quotas ont cessé, les pratiques d'exploitation du travail forcé et de la production obligatoire ont été progressivement éliminées. Moi, je me souviens, à l'époque où j'étais jeune enfant, les prisonniers étaient chicotés, congolais. Chaque jour, ils étaient chicotés par les Blancs, par la police des Blancs. Quand vous êtes en prison, chaque matin, on doit amener la chicote, on vous donne, au début c'était 8 coups, après c'est devenu 4 coups. Pa, pa. Donc vous vous asseyez comme ça, vous vous couchez sur le ventre et on vous donne des coups sur les fesses. Vous voyez, tout ça, ça ne va pas. Certains Bashi se sont dit, on se bat contre plus fort que nous. Il n'est pas question de mourir, d'aller à une mort certaine. Mais certains ont résisté, ceux qui ont, par exemple, attaqué le lieutenant Tondeur. Bon, sa colonne a été exterminée par certains Bashi qui ne voulaient pas de cette façon d'être traités par les colons. Ils ont tenté de transformer les dirigeants traditionnels en fonctionnaires salariés et les altérations incessantes de ces structures ont miné leur légitimité et accéléré la désintégration de leurs Mwami, des princes et de leurs Badjinji. Les chefs coutumiers qui cédaient les terres avaient été en fait roulés par les Européens qui recevaient ainsi des vastes étendues en ne cédant aux Noirs que des objets de pacotille pratiquement. Des objets de moindre valeur tels que des sacs de sel, des miroirs et autres éléments insignifiants par rapport à ce que les Européens gagnaient par ce fait-là. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Sous le colonialisme belge, les Bashi sont restés réprimés, incapables de posséder des terres, de voter ou de voyager librement. La plus grande partie de leurs terres était concédée à des entreprises et à des religieux missionnaires. Les Arabes n'ont pas réussi à introduire l'islam chez les Bashi, mais les Belges
ont réussi avec le christianisme. Pasteurs et chers compatriotes, le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache. À cette époque, les Bashi honoraient les esprits et les âmes des membres décédés de leur famille, tandis que d'autres honoraient Nyamuzinda. Les gens qui meurent se retrouvent à veiller sur nous. Et c'est donc eux que nous considérons comme le royaume céleste de là où vont tous nos ancêtres. Et nous avions un grand prêtre chargé de faire ce culte qui était Liangombe. Nyamuzinda était le nom de leur dieu suprême, avec son grand prêtre Liangombe, chargé de diriger le peuple. uranze hamwiru eri akabire manake abantu banaka horaho bakasherikeri bakene banarola umugikulu bamutamaze okumurirondi okumurambo yekiko banero bufumba hiriyo mukabehe hano bana hiriyo mukabehe bahirimo n'amamvu bageze umusiho muri abashahuzi yo mukiko hano abashahuzi yo mukiko bone namugikulu akarago ari akurumya kandi ya rubunya kwandi nakasanze bakidosa oliamuzi mwatembu mumpa magiri bere bani mumbwire kipti mugwere mwanongeza sasa bana mbwire biri akabyoshi ngakaba manake abantu bali sharisireho eri bakagilwala manake bagireke anababwire okubalonze obufumu bajya humbura obufumu babutundu bana butundu bahiri haluwasi bana hira haluwasi barolenga se muntu akikayoga akikakala bakirwa kageze omwirwe. Mais aujourd'hui, Liangombe n'est plus qu'une légende dépassée et source de confusion. Tamuishintana bamuyemire bakayidro kulyangombe waba chindaye nomvire adrambo ajiri mugashanize ryambona tayi ngintanga wazebyo bulya wafiri afane byake beshibya nafa byafiri beshinda tuntaka wazebyo bindi nechi. L'introduction du christianisme dans le royaume visait le démantèlement de tout paganisme, croyances, rites, modèles et invocations primitifs, sauvages, sorciers, indigènes et diaboliques au sein du Bashi, comme les croyaient ses envahisseurs, et l'établissement d'un modèle de croyances galopé sur des valeurs chrétiennes strictement européennes. C'est ce qui a contribué à la culturation de l'homme Mushi. Les Mushi étaient déshabillés. Ses croyances, ses modèles, ses chants, ses rites, ses pratiques disparus. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées, ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Enyuma zaho rwashikira abatizibwa cyagoma nko kina injirike murono kiri muronga banga hola kitona akadiso oki enyuma zaho rwashikira abatizibwa nebyo byanaherera kimanyika kuri bya ezeremo na kuri bya kiri bya huwa. Le culte de Liangombe a été interdit par le pouvoir colonial suite au fait que on prétendait qu'il y avait des sacrifices qui étaient faits. Aux yeux de son colonisateur, il était désormais un humain et non plus un sauvage. Des écoles-chapelles furent introduites où l'on apprenait à lire et à écrire. Des installations sanitaires ont été construites ainsi que des routes. Celles-ci ont été construites sous la contrainte du nouvel homme Mushi, tandis que ceux qui ont osé s'y opposer étaient accueillis à coups de fouet. Beaucoup d'entre eux y perdirent la vie. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chaki d'or, que
Je vous en remercie vivement. Le roi des Belges, Léopold. On y va. bashikibwire mwami mbuki olya mukazi wawe libirako cyayishirigi burha omwana omulumi kuri byabirage bwata eri amadiroku mbu akaburha omwana omunyere twagenda rumbagireyo rubage nanina Dans le passé, la terre était riche et fertile. Chaque foyer prospérait grâce à ses fermes et à son bétail. Et puis c'est arrivé. Il y avait la famine dans le Bouchi actuellement, pendant la période où il y avait la guerre mondiale. Les Belges avaient pris tout ce que nous produisions, comme manger, pour envoyer ça sur le front d'Abyssinie, où c'était le groupe de la force publique congolaise qui était là. Alors pour nourrir ces gens, on ramassait la nourriture partout. On est venu tout prendre chez nous. Et donc finalement, le peuple s'est trouvé affamé. Moi j'ai dit à tout le monde, j'ai dit non, Moulangane. Moulangane fut introduit par les pouvoirs coutumiers pour protéger les Bashi contre toutes les formes de famine et de pauvreté. Aujourd'hui, Moulangane n'est plus qu'une idéologie populaire. L'histoire se répète et les Bashi sont à nouveau confrontés à la famine. eshombo iluzire omubantu bashibona kirungana muzungu yarubirire ebyo amango abantu bakagirira kuguma komango bayumvikanaga kiribene ni haliwo akayisha kadi arako ebihugu cyatera arabiyumva nawe ebiwadira arabiyumve kona kurabumvikana uko. La vie a toujours été difficile dans le monde rural, pas seulement en Wéché, mais dans tous les villages du Congo. La vie économique dans le Bouchi actuel, c'est vraiment le marasme, la culture, disons, les habitudes des Bashi sont perturbées. Et d'ailleurs, après l'indépendance, il y a eu une maladie qu'on appelle une Zorwe Kwashiorkor. Vous pouvez trouver maintenant des Bashi maigrelets, alors qu'auparavant, les jeunes Bashi, c'était ce qu'on appelle Moussolé. Et les jeunes filles, on appelait ça Souli Amnier. Une fille géante comme ça,
On n'en voit plus aujourd'hui, on voit des filles rabougries et puis on voit des jeunes gens maigrelet, tout ça parce qu'ils sont mal nourris. Kagihinga kakololo lukoma kone byahara bisireki. Peu de ménages déclarent cultiver réellement, mais en raison du manque de semences améliorées et d'outils agricoles, du faible accès au crédit, des techniques agricoles rudimentaires et d'autres récoltes ravagées par les maladies et ravageurs des plantes, les Bashi connaissent une crise qui s'aggrave au point de ne plus être en mesure de répondre aux besoins alimentaires nationaux. Ishali diri mobwenene abantu ku rajikenga nabanikana abantu kuraga cenga nishombo zanga silubero chibwenene umufago guli mukuru akadesha. Aujourd'hui, ce n'est pas très facile que l'ancien temps parce que on disait que les terres étaient fertiles, ils produisaient plus, ils dépendaient des champs et que leurs vaches donnaient beaucoup de lait. C'est comme ça qu'ils avaient la subsistance des enfants et de toute la famille. La culture de la banane était très dominante. Chaque ménage possédait son propre champ et sa plantation de bananes. Cependant, aujourd'hui, le manque d'engrais et les maladies ravagent un aliment de base pour les Bashi. Les Mouchi dépendent principalement de l'agriculture et de l'élevage. Lorsque ces deux facteurs alors, ne produisent pas, alors ça affecte et c'est source de pauvreté. Ici, on voit des enfants déjà mal nourris parce qu'il n'y a pas de nourriture, les champs ne produisent pas. Okubona ebyokulya kukola kuba kuzibu n'eki birikiwera okubyala mira bakagiyeza n'enkafu zibure kokine tabiguma bikihaba kola kuba kukisegereza kone obwana gwero lukomolaga na luhunire guluje mwembolera argwere ngafu akola kwembolera lyaye bakwewe mihenga no gukibizukaho bunyire tunawe yaja yaho atu. Comme les colons qui ont occupé le Congo n'ont pas encouragé les investissements bancaires, les Bashi ont appris à convertir leurs actifs en vaches. Ainsi, le nombre de vaches que l'on possédait donnait un statut social visible. Le Bashi est un royaume agro-pastoral. Nous avons connu l'époque où chaque Mouchi avait un objectif, à avoir au moins 100 vaches. Tous les Bashi possédaient au moins un bétail. La vache pour les Mouchi était comme de l'or pour les Occidentaux. Contrairement à la mondialisation aujourd'hui, chez les Bashi, pour parler de la dot, on ne parle que de vaches. On ne peut pas venir chercher la femme chez un Mouchi et venir dire « Non, on te donne $1000 ». Le Mouchi va te dire « Non, ici c'est la vache ». Si c'est 2, 3 vaches, mais il faut parler de la vache. La vache était et est toujours une principale monnaie d'échange commercial, de liens sociaux et une manifestation de pouvoir et de richesse. Actuellement, vous allez constater que dans les Bashi, il n'y a même plus de buissons, on peut trouver des abeilles, il n'y a même plus de ruches, n'est-ce pas? Et il n'y a plus ce grand troupeau de vaches que nous voyons parce que on organisait des combats de taureaux. Aujourd'hui, il n'y a plus de taureaux. Les vaches ont disparu et le sol a perdu sa fertilité. Mais sous le sol se trouvait un trésor doré qui introduisit un nouveau défi pour les Bashi. Now to the Democratic Republic of Congo. It's home to mines containing some of the purest gold in the world, but while consumers in richer countries are prepared to pay high prices for a finished product, the men who mine this precious commodity are paying a price of a different kind. Silikibaterende pandasi amasebuka rondera. Omangu amasebuka rondera. Nebiyaga duire
yeriye yoshombo ya Fanchiri. L'exploitation de l'or a commencé dans la région au début du XXe siècle et s'est poursuivie sous tutelle belge jusqu'à son effondrement dans les années 1990, catalysé par l'arrivée des guerres du Congo en 1996. Hobali ohebanji chikoki rakana chibasha buli aleta yekaba hengufu korwatiraga yena kabalera niyo abana abalera abantu bakakola bahanyage leta abahanyage abantu achibakala habaliya. La création de certaines de ces entreprises s'est déroulée dans des conditions qui ont déclenché un fort mécontentement au sein des communautés locales. Nechi hobali kolobo bwenene mbazungu bamanyiri bali banji bohe abaheka amahiri go muidaho aga enomonta. Les tensions locales entre ces entreprises et les communautés se sont accrues, obligeant les autorités provinciales et nationales à s'impliquer dans la résolution du problème. Je crois que le gouvernement alors, oui, les autorités devraient recueillir les avis du bas peuple. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des sociétés étrangères qui viennent s'introduire, qui voudraient exploiter l'une ou l'autre partie de la terre, recueillir les avis du bas peuple. Alors que la communauté locale se plaint du manque de compensation monétaire compte tenu des bas salaires de 1,5 $ par jour et des conditions de travail horribles, les employés bashi de ces entreprises démissionnent souvent. Ils viennent avec leurs agents. Ils viennent avec leurs agents. Et s'il faut engager les gens ici au bas niveau, ce sont alors les manutentionnaires, les gars petits. Alors, ils ne profitent rien. Les gens se retrouvent alors les mains vides, se demandant quand les secours arriveront. Est-ce qu'il y a des adultes ici? Oui. Des adultes, ils sont là. Hein? Y a-t-il des adolescents? Est-ce que si vous épousez une femme qui est déjà déflorée, c'est votre femme? Est-ce que culturellement c'est votre femme? Non, c'est un ici. C'est permis. C'est une antivaleur. Pour le moment, c'est permis. C'est une antivaleur. Dans le temps de la modernisation, c'est une antivaleur. Il ne faut pas être pressé. Nous sommes en train de vous montrer ce qu'on appelle les tabous. Les tabous. Si vous épousez une fille, une femme qui est déjà déflorée, vous avez violé un tabou. Parce qu'elle n'est pas votre femme. Et ne vous étonnez pas qu'un jour elle vous plaque et qu'elle s'en aille ailleurs. Alors, comme les filles sont presque toutes déflorées, et les garçons qui ne sont pas encore mariés, ils peuvent rester sans se marier parce qu'ils n'ont pas trouvé des filles qui sont encore vierges, ou ils peuvent se marier seulement à ces filles-là qui sont déjà déflorées parce qu'il y a carence. Il y a toujours des filles vierges. Si vous supposez que toutes les filles sont déflorées, vous vous trompez. Une mère a l'obligation divine de livrer à son beau-fils une fille vierge. Si votre belle-mère vous livre une fille déflorée, c'est une insulte. Vous avez même le droit de renvoyer cette fille chez elle le lendemain, parce qu'elle n'est pas votre femme. Elle est la femme de ceux qui l'ont déflorée. C'est tout. Si vous la gardez, ne vous étonnez pas que votre foyer devienne chancelant. Parce qu'on dit
Qui a bu? Boira. Qui a bu? Boira. Voilà. On ne peut pas déflorer un garçon. Oh, pardon. Que dit la Bible à propos des femmes qui sont en état de règle? Elles doivent s'éloigner des hommes. Si elles touchent à la plante s'assèche. Julien, tu as déjà vu nos plantes s'assécher ici? Non. Par exemple, ce qu'on appelle des cachongs. Parce qu'elles y ont touché tout en se trouvant dans cet état-là. Donc c'est une malédiction. Non, non, c'est un interdit. Tabou, Muzombo. Les 10 commandements de Dieu. N'est-ce pas? La Bible parle de la femme qui est en état d'impureté. Est-ce que la femme qui est en état d'impureté peut préparer à manger? Non! 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 Les femmes bien éduquées qui connaissent cet interdit-là, au lieu de préparer, elle dit à ses filles, mutapigia baba yenu leo, sina nguvu, au nitaenda kumaombi, au mina choka, au misi wake kupika wali, nye mutapigia baba yenu. C'est comme ça que ça se fait. Des alibis. Elle invente un alibi astucieusement. Mais Moualimou, Oui? quel lien il y a entre une femme qui est en période Oui? de règles Oui? avec la plante? La plante? Oui. Hé, mon ami, quel lien y a-t-il entre moi et la pluie? Aujourd'hui, il y avait une pluie qui menaçait, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, je peux dire, mon berger est passé, il a dit, papi, vous lui tenez chaléo. Et moi, je lui ai dit, Nidisha Omba Mungu. Aujourd'hui. Eh, il n'a pas plu. Donc, les liens entre la plante et la femme en état de règle se trouvent dans ce qu'on appelle la puissance divine. C'est ce qu'on appelle dans la Bible le fruit interdit. Ne fais pas ça, sinon il y aura telle conséquence. Regardez ce monsieur Gloire Muchinda, il est président d'un conseil paroissial, mais sa fille a attrapé une grossesse, on ne sait comment. Alors il devient la risée de tout le monde et il meurt de chagrin. Un jour comme ça, il s'est endormi, il ne se lève pas. Oui, papa. Hein? Il meurt de chagrin. C'est ça. En conclusion, nous pouvons dire que les interdits existent. Il y a beaucoup de recherches sur les interdits. Dans le livre de Kashamura, Famille, mœurs, tout ça, et civilisation des Grands Lacs, il y a tout un répertoire d'interdits. Il y a des mémoires sur les interdits chez les Banandés, des mémoires, des études sur les interdits chez les Bashi, chez les Balega et tout ça. Ce sont les interdits qui nous protègent contre la déchéance, protègent les familles contre la déchéance, l'État contre la déchéance et l'humanité contre la déchéance. Si nous observons ces interdits-là, je crois que nous pouvons vivre une espèce de ce qu'on appelle le paradis sur terre, n'est-ce pas? À ce moment-là, M. Gloire Muchinda que nous voyons ici, il ne va plus épouser une fille dont il ignore les maris. C'est comme ça que vivent toutes les tribus, entre guillemets, tous les Congolais ont des interdits, tous les hommes ont des interdits, et l'interdit, en français, s'appelle tabou. Tabou. Mais tabou entraîne ce qu'on appelle en Kiswahili
tabou. Si vous violez un interdit, vous violez un tabou, utasikia tabou. Tu seras sanctionné. Les Bashi étaient autrefois tous des gens stables, attachés à leur culture, à leur terre, à leur famille, à leurs voisins et à leur roi. Ce n'est plus le cas. Effectivement, la culture s'estompe du fait du modernisme. Il y a des Bashi qui ne connaissent même pas leur généalogie, en dehors de son père et de son grand-père du côté paternel, il ne connaît plus rien. Nous qui vivons en ville, souvent, nous n'enseignons pas notre propre culture à nos enfants. Et quand nous essayons de le faire, parfois les enfants qui vivent en ville, eux, ils trouvent que ce sont des choses du village. Or, ce n'est pas le cas. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose d'utile. Dans les milieux ruraux, le mouche, il respecte encore la culture, sa culture. C'est surtout nos enfants qui vont en dehors de nos terres ou en dehors de nos entités, qui, dès qu'ils entrent dans les milieux citadins, oublient leur culture. ebiruma bukolo bakahezo borere bwabashi burya barachichirola ngoku bashikuluza babo balilamire bukolo bakachirola kwabo nokusima ebyeni ikulu. Quiconque n'accorde pas d'importance à ses valeurs culturelles est perdu. Les Bashi ne sont plus les mêmes personnes qu'autrefois, et leur royaume ne s'appuie plus non plus sur leurs mœurs, autrefois prohibitives, mais fortes. Alors, à quoi ressemble un mouchi des temps modernes? Ici, à l'Institut Karagwa, notre travail contribue à l'éducation des enfants chi. Notre travail est facile du point de vue exécution, puisque de manière professionnelle, on pense qu'on s'y met, on peut dire qu'on transmet ce qui est à notre niveau. Il est difficile du point de vue rémunération, puisque la rémunération est faible. Aujourd'hui, la vie est dure pour les Bashi, qui sont restés dans ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de chefferie de Kabare, Idji, Kale, Luinja, survivant à peine avec moins de $2 par jour. C'est arrivé que je suis resté au village parce qu'il n'y a pas eu moyen. Il n'y a pas eu moyen d'aller plus loin. Comme je l'ai dit d'avance, les destins nous ont guidés comme ça. On n'a pas de moyens d'aller s'installer en ville. L'accès à une éducation de qualité reste pour beaucoup un rêve lointain. La réalité est que la plupart d'enfants n'ont pas accès à l'éducation et les filles sont touchées de manière disproportionnée. Les routes mal entretenues rendent difficile l'accès à l'école pour certains enfants qui doivent souvent parcourir de longues distances pour assister aux cours. La pauvreté oblige d'autres enfants à travailler dans les mines au lieu d'aller à l'école. Beaucoup de parents ne savent pas scolariser les enfants à l'université, puisque les moyens sont limités. Même à l'école secondaire, il y a des parents qui ne savent pas payer les petits riens qu'on demande à l'école secondaire. Il faut voir alors l'université, ce n'est pas facile. Les enfants chanceux commencent souvent l'école tardivement et étudient jusqu'en 6e année. L'école est gratuite, mais pas obligatoire,
Et en raison de l'immense pauvreté, certains parents ne sont pas en mesure de payer les transports, les uniformes, les livres ou tout autre besoin scolaire pour leurs enfants. Certains enfants vont à l'école sans chaussures et les ventres vides, marchant des kilomètres d'affilée juste pour pouvoir obtenir une éducation. buranzi kiri kwanza leta akagisomesa abana konne kirero wene umwana uli aburambi anagenda somo undi uli hano watamale kubuna olusaranga irondo abana baragakikengana rondo abana baragacumvikana byandiyo. Puisque un enfant non éduqué, c'est un danger social. Il devient rebelle pour lui-même, pour la société et pour ses parents. Donc, l'éducation, c'est le socle de la réussite de la vie. Malgré ces défis, les Bashi restent résilients. Les femmes Bashi sont les héroïnes méconnues du royaume. Elles sont confrontées à de nombreux défis dans leur vie quotidienne, s'efforçant de subvenir aux besoins de leur famille et de créer un avenir meilleur. Ikolo ishar. Nanzo kenda ngi jo mwisho. Ufulu kanje na hanga mishangi na naguza turoro aniru. Ngana saka. Abana balamana ndangizo kasezi ndangi bayendere cyahi. Mbuli jaga mwebyo bindi tubyo kuhinga no kuja hanga no kusaka. Ces femmes sont des pines dorsales de la production agricole et de la sécurité alimentaire dans la région du Sud Kivu. La majeure partie de leurs revenus sert à nourrir, soigner et éduquer leurs enfants. Malheureusement, leur voix reste souvent ignorée. Nsanyumva nkalikazibu nganda gwera mfranga ndanatumika nyumve kalikazibu wenene kukinga ko natumika ndo nasaka nampinge ndere bijumbiani nanyende nyumve ndi muzibu wenene. L'essentiel de la main-d'œuvre agricole des Bashi, tant formelle qu'informelle, est en grande partie composée de femmes qui rencontrent une multitude d'obstacles, à commencer par les transports de leurs fruits et légumes jusqu'à la ville de Bukavu en raison du mauvais état des routes. La plupart achètent des légumes en gros, mais rentrent souvent chez eux sans pouvoir vendre quoi que ce soit en raison de la concurrence, de l'accès limité au marché, une situation décourageante, mais qui n'empêche pas ces femmes de travailler sans relâche pour subvenir aux besoins de leur famille. Kandi ndanantumike tu okuna mpashire kandi hashiri nebindi banantabale tumulimana nantabale itia okibinji nkagire tuniye nebi mpashire nyene nebindi hashiri nambile kitu. Au cours d'une bonne semaine, une femme du marché pourrait réaliser un chiffre d'affaires d'environ $50. Mais en tenant compte de ses dépenses, elle pourrait ne réaliser qu'un bénéfice de $5. Cet argent est utilisé pour acheter de la nourriture, des vêtements, payer les services publics, les besoins hospitaliers et bien plus encore. Certaines femmes restent à l'hôpital pendant 3 à 6 mois après avoir obtenu leur congé parce qu'elles ne sont pas en mesure de payer une facture d'hôpital de $20. Les luttes auxquelles est confrontée la femme Mushi constituent un puissant témoignage de l'esprit inébranlable du Bashi, symbolisé par la reine Astrid Danawe Zabudjana II. Au fil du temps cependant, une tradition est restée debout, bien qu'elle soit à bord de l'extinction. Bienvenue dans le monde des forgerons Bashi, où techniques, rituels
et organisations sociales se réunissent pour façonner un héritage culturel unique. Ils ne sont pas seulement des artisans, mais ils sont les créateurs des rois et les gardiens des savoirs anciens. Mfundi wa vyuma forgero ba forgero barwene n'omuntu ow'emulamba naye aba forgero ki ruramanya ry'ibila rurasege mushora visit babe abantu balume bone rusige umva omukazi forgero yarakashe bya bintu bya misi muruyigirize taye bulabili bintu birakabagwara omwakili kiro. Les forgerons formaient une communauté organisée, profondément respectée pour leurs compétences et leur sagesse. Ils occupaient une place importante au sein de la communauté Bashi, leur rôle s'étendant au-delà de l'artisanat. On baga nka 63 oyo 63 neki nango umuntu anabamusole eriagwerna ku histoire bakayimuha n'abashusi akifirire gikikoni basizire ebyombo basigana ebinwa bakagira ubwira banabikenga banabisimba. Les forgerons avaient mis en place un système d'échange et de troc assurant la distribution de leurs produits tout en entretenant un sentiment de communauté. Dans le passé, on croyait que leur artisanat était un don sacré accordé par les esprits ancestraux. Ils étaient considérés comme des guides spirituels dont le travail consistait à extraire les minerais de la terre, un processus censé les relier aux esprits de la terre. Yakubabili byombo byakolesibwa rukola hano nobo biba byombo byakolesibwa na buzira cyombo cyakolesibwa omushihali bigoma na bigoma byakamayabira cyamango rwene rucyali runana bikole abashino bana kacyumva bali fier kiyo kuba forge bayegeri. La structure où ils travaillaient était considérée comme un lieu sacré. Les outils n'étaient pas considérés comme de simples objets, car ils avaient une signification symbolique. Il y avait même des tabous associés aux outils auxquels les forgerons adhéraient avec passion, car ils pensaient que les briser pourraient apporter malheur et préjudice à eux-mêmes et à la communauté Bashi. Amango goshina nkamvaka kayango hiriblia amango ndinabona kazi kairikire forge nangamva tukona kazi kani yakali kazi kamulala kweli n'abantu boshi. Autrefois fil conducteur de la culture congolaise, les forgerons mouchi diminuent lentement. Il y en avait beaucoup, mais il faut désormais parcourir de grandes distances pour en trouver un. L'avenir de la culture des Bashi dépend de vous les jeunes. Hein? C'est vous qui devez la perpétuer en observant les conseils que je viens de donner à travers tout ce que je viens de dire dans l'interview. Surtout en milieu urbain où nous vivons. Le Moshi est actuellement déculturé, trop déculturé. On doit même constater qu'il est difficile aujourd'hui de trouver un vrai Moshi attaché à sa culture. La culture Chi, c'est vraiment une éducation parce qu'elle s'écarte de la mondialisation aujourd'hui.
Le mouchi ne peut pas enseigner à son enfant à s'habiller n'importe comment, comme nous le voyons aujourd'hui dans les médias, dans les réseaux sociaux ou à la télévision. Le mouchi a été détruit par l'école, par l'église, on peut dire aussi par l'administration. Et que si donc nous, les générations, surtout vous autres, les jeunes générations, vous n'en prenez pas conscience, effectivement, nous risquons d'être avalés par les tendances générales aujourd'hui, sur lesquelles pourtant, sans ça, ce sera la fin de nous tous. Je me rappelle d'un proverbe qui dit entre guillemets Omwana w'omushi nga si kashando na mwikajo, c'est-à-dire qu'un enfant chie partout où il va, il garde les mêmes valeurs de sa culture. C'est la seule voie de salut pour que nous puissions encore exister demain. Notre culture doit inspirer justement ce sentiment nationaliste des Bachis pour tenir ensemble. Sans quoi, c'est pas possible. byashigihuna mwami bayishirigana mwana omulumi abusiri hano bakola baji muhola anabwiri omwana mbu na mwezi dunde bishake kuna mwezi dunde bishake na mwezi benesho wawe na mwezi bali kuyira na mwezi omulume ashure bishake badremba amaba mwana omulumi bagende irondo mwami ashubidero kunanga mwantebiri arumye abandi hano lya mukazi yababona awiri omwana wage mpuna mwezi dunde bishake ona mwezi dunde bishake na mwezi benesho wawe na mwezi bali kuyira na mwezi byashike huna bayishigi yishirolo omukazi bashumushubize mwami no mwana wage wo mulume ololi bilwana gerantyo rawe rawo chinda weragaho. Autrefois, les ancêtres recommandaient que les Bachis soient eux-mêmes, en restant fortement attachés à leur morale et à leur culture. Omushi Arachihunika. Cependant, cette morale et cette culture ont connu les mêmes sorts que Liangombe, se dégradant lentement au fil des années. Les missionnaires croyaient autrefois que l'homme Mouchi possédait un quotient intellectuel très élevé compte tenu des exploits qu'ils ont accomplis. Comment ils ont construit leur propre maison durable, travaillé le fer pour fabriquer des outils de guerre. Ils ont fait du vin traditionnel comme les Kasiksi. Comment ils se sont mariés en dehors de leur culture. Comment ils ont voyagé. Leur façon d'élever les animaux était particulière. Ces modes de vie étaient même la raison pour laquelle la plupart des missionnaires demandaient à vivre avec les Bachis ou à voyager avec eux. Certains d'entre eux ne voulaient plus retourner dans leur pays d'origine après l'indépendance, préférant devenir Mouchi, comme l'histoire de Muchana, connu sous le nom de Henry Calvin Crowell, l'Américain qui a abandonné sa nationalité pour devenir Mouchi et a ensuite été enterré dans son pays. Au fil du temps, les Bachis, battus et dépouillés de leur identité, se sont ouverts au monde du commerce. D'abord dans la ville de Bukavu, dans les provinces de la RDC, dans les pays voisins et désormais dans le monde entier. Une fois installés, ils fondent leur famille dans les communautés d'accueil et ainsi eux et leurs enfants ne retournent plus à leur terre. Les guerres qui peuplèrent leur village entraînèrent un déplacement massif des populations dans les royaumes. Durant l'été 98, à cause des guerres du Congo, ma mère s'est enfuie pour me donner naissance dans un pays étranger. Fils
d'une Mushikazi, un expatrié, je ne suis jamais revenu car j'ai grandi dans différentes régions du monde, apprenant tout de leur histoire sans jamais connaître la mienne. C'est pourquoi j'écris ceci. Achibereye gishenduka, tochishendukiro mu busika bora chili wanina chibwa nazala wa.